Le dîner de Noël sentait le gigot d'agneau au romarin et la trahison. Mon fils, Damien, s'est levé, a levé son verre et a fendu le brouhaha des conversations comme une lame. Papa, tu ne fais plus partie de cette famille. Sors de cette maison. La pièce s'est figée. Solange, sa femme, a esquissé un sourire à peine perceptible. Mes proches me fixaient, et moi, je suis resté assis. Aucune réaction, pas un mot, juste un hochement de tête calme. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. Voici ton cadeau, mon fils. Il l'a ouverte et a hurlé. La table était silencieuse, abasourdie. C'était le son de ma vengeance. Et ce n'était que le début. Avant de continuer, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Au début, cela ne semblait pas réel. Les lumières du sapin scintillaient encore. L'odeur de romarin s'accrochait toujours aux côtelettes d'agneau. Mais la chaleur de la pièce avait disparu. Il ne restait plus que le calcul froid et le tranchant fragile de quelque chose de brisé. Quelque chose qui, cette fois, n'allait pas être recollé. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé au-delà de lui, vers l'horloge comptoise dans le couloir, qui égrenait les derniers instants de mon silence. Il y a 3 mois, j'étais le pilier de cette maison. C'est ce que Damien disait dans ses discours d'enfance. J'étais l'homme qui réparait le toit quand les tempêtes l'arrachaient. Celui qui faisait des gardes doubles pour qu'il puisse avoir un appareil dentaire, aller à l'université et s'acheter une première voiture. Ma défunte épouse, Marguerite, disait que je donnais trop. Un jour, Arthur, me disait-elle en pliant le linge, tu donneras tellement de toi-même que tu ne reconnaîtras plus ce qu'il reste. Je pensais que c'était poétique. Il s'est avéré que c'était une prophétie. Après son décès, la maison est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Damien est revenu s'installer temporairement après ses études. Puis Solange est arrivée. Langue acérée, ambitieuse, polie en public, mais toujours en train de mesurer. Mesurer l'espace, mesurer le contrôle, mesurer combien de temps il me restait. Ça a commencé par des suggestions inoffensives. On devrait moderniser la cuisine. Ces rideaux sont un peu démodés, Arthur. Cet endroit a besoin d'une nouvelle énergie. Je n'ai pas discuté. J'ai hoché la tête. Je les ai laissés repeindre les murs que j'aimais. Remplacer les meubles que j'avais réparés de mes propres mains. Je les ai laissés prendre la chambre principale. Après tout, j'avais le bureau. J'aimais le calme, mais le calme ne rend pas aveugle. Il y a environ 1 an, j'ai remarqué qu'ils avaient cessé de me demander si je voulais me joindre à eux pour le dîner. Ils mangeaient simplement plus tôt ou plus tard, ou commandaient quelque chose qu'on ne m'invitait pas à partager. Un jour, Solange a souri et a dit « On s'est dit que tu avais déjà mangé ». Ce n'était pas le cas. Puis sont venues les finances. Damien m'a demandé de regrouper quelques dépenses sur un compte joint, juste pour simplifier. « Je m'occuperai des factures », a-t-il dit. « Laisse-moi te rendre un peu de ce que tu m'as donné, papa. » J'ai souri, lui ai fait confiance, j'ai signé là où il m'a indiqué. Mais c'était Solange qui prenait les vraies décisions. C'est elle qui a installé une caméra de surveillance que je n'avais jamais demandée, qui a fait venir un agent immobilier juste pour évaluer le marché, qui a dit à nos proches, autour d'un verre de vin, que Arthur ne fait pas partie du projet, mais on fait de notre mieux pour l'inclure. J'ai entendu cette dernière phrase de la bouche de mon cousin Benoît, lors d'un enterrement. Benoît m'a pris à part et m'a dit « Arthur, ça va ? Solange a dit que tu envisageais d'aller en maison de retraite, que tu voulais leur laisser la maison. » Je l'ai dévisagé. Ma fourchette s'est arrêtée en plein vol. J'étais en train de couper du poulet rôti. C'est ce que j'ai demandé, ai-je dit. Il a détourné le regard. Elle a fait croire que c'était ton idée. C'est à ce moment-là que j'ai su. Ils n'attendaient pas que je meure. Ils écrivaient déjà mon éloge funèbre. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas confronté Damien. Le lendemain matin, je me suis levée, je suis allée dans le garage. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les vieux manuels et les dossiers de prêt immobilier, et j'ai lu chaque page. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Disons simplement que Damien n'était pas aussi soucieux des détails qu'il le pensait. Il n'avait jamais retiré mon nom du titre de propriété. Il n'avait jamais fermé le compte d'origine que nous utilisions pour payer la taxe foncière. Et, plus intéressant encore, il n'avait jamais changé le titulaire du contrat d'assurance vie que j'avais ouvert pour les urgences. J'avais ouvert ce compte lorsque Marguerite avait été diagnostiquée. Je n'y avais jamais touché. Il pensait que j'avais oublié son existence.
Je n'avais pas oublié. J'attendais. J'attendais qu'ils soient assez négligents pour abattre leurs cartes, et ils l'ont fait magnifiquement. Le véritable catalyseur est arrivé 3 semaines avant Noël. J'étais dans la cuisine, tard dans la nuit. Impossible de dormir. Je me suis préparé une tasse de camomille. J'ai entendu des chuchotements dans le couloir. La voix de Solange. Une fois qu'il sera parti, on pourra réaménager et renégocier le prêt. Ça financera notre déménagement à Lyon. On sera enfin libre. Damien a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Puis le son inimitable de 2 mains qui claquent, suivi de rire. Il dépensait déjà les bénéfices. Cette nuit-là, j'ai installé une 2e caméra, la mienne, cachée dans un spot encastré. Audio seulement, clair, net, indétectable. Et le lendemain matin, j'ai appelé Victor. Victor Roland et moi, ça remonte à 40 ans. Nous avons construit des ponts ensemble. Au sens littéral. Nous étions ingénieurs. Mais après qu'un accident de travail l'a mis sur la touche, il a fait des études de droit, se spécialisant en droit des successions et des fiducies immobilières. Un type intelligent, loyal, le genre d'homme qui boit son café noir et se souvient de votre anniversaire de mariage même après le décès de votre épouse. Je me demandais quand tu allais appeler, a-t-il dit en décrochant. Tu as toujours été trop patient pour ton propre bien. J'ai fini d'être patient, ai-je répondu. S'ensuivirent 3 semaines de planification, de documents juridiques, de comptes en fiducie, de lettres de révocation, de blocage de comptes, et une magnifique, dévastatrice lettre scellée dans une enveloppe couleur crème, sans adresse de retour. Je n'ai rien dit à personne, pas même à Hélène, ma sœur. J'ai simplement joué mon rôle, poli, silencieux, invisible. Jusqu'à Noël. Le sapin était décoré, la musique jouait, les proches étaient réunis. Solange avait insisté pour organiser le dîner de famille cette année, sa première fois à prendre le relais. « Tu en as assez fait, Arthur », avait-elle dit d'une voix mielleuse. « Laisse-nous nous occuper de tout. » J'étais assis au bout de la table, près du mur où le portrait de Marguerite était accroché. Il l'avait remplacé par une œuvre d'art abstrait, grise, blanche et beige. On aurait dit que quelqu'un avait étalé de la poussière sur une serviette avant de l'encadrer. Pourtant, j'ai souri, mâché poliment, observé. Puis Damien s'est levé, a levé son verre, et là. Dit. Papa, tu ne fais plus partie de cette famille. Sors de cette maison. Je n'ai pas scié. Solange a jeté un regard autour d'elle, testant la réaction. La table est devenue silencieuse. Le cousin Georges a laissé tomber sa fourchette. Ma nièce, Adèle, a laissé échapper un petit rire nerveux, puis a couvert sa bouche. Je n'ai pas discuté, pas supplié, pas demandé pourquoi. Au lieu de ça, j'ai tendu la main sous la table, j'en ai sorti une enveloppe scellée et je l'ai fait glisser vers Damien avec un petit sourire constant. Voici ton cadeau, mon fils. Il a ricané. L'a déchiré. A lu la première page, puis la 2e, puis la 3e. Ses mains se sont mises à trembler. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il sifflé. Solange s'est penchée, a jeté un œil, s'est figée, puis a dit d'une voix à peine audible, « Oh mon Dieu !» Tout le monde les fixait, mais personne ne parlait. Parce que parfois, le silence est le son le plus assourdissant dans une pièce, surtout quand c'est le son d'un royaume qui s'effondre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après le dîner, après l'enveloppe, le cri et le silence stupéfait, je suis retournée à l'appartement que j'avais loué sous un pseudonyme. Un petit endroit, juste une chaise, une lampe, un bureau, un lit de camp dans un coin. Mon nom n'était même pas sur le bail. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Il y avait encore de la neige sur le trottoir, fondant en gadoux. Je ne me sentais pas triomphant. Pas encore. Ni même en colère. Juste vidé. Parce que bien avant de rédiger des avis juridiques ou de bloquer des comptes, j'ai dû accepter une vérité. Damien avait changé. Et je l'avais aidé à devenir l'homme qui voulait maintenant que je parte. Il n'avait pas toujours été comme ça. Il y a eu un temps où il ne pouvait pas dormir si je ne laissais pas la lumière du couloir allumée. Il trottinait jusqu'à la cuisine en pyjama Superman, traînant une couverture bleue en lambeaux derrière lui. Je le soulevais sur le comptoir, lui donnais un biscuit et écoutais sa dernière théorie sur les dinosaures, les pirates ou le voyage dans le temps. Il y a eu un temps où il construisait des ponts en Lego et les appelait « le travail de papa ». Un temps où il pleurait quand je partais en voyage d'affaires. Un temps où il s'est tenu sur scène à sa remise de diplôme du lycée, la voix tremblante, et a dit « Tout ce que je suis devenu, c'est grâce à toi, papa ».
Je me souviens de ce garçon. Et je me souviens de l'homme assis en face de moi il y a 4 semaines, croisant les bras et disant « Cette maison est gâchée avec toi ». Ça a commencé subtilement. Solange n'a pas emménagé tout de suite après leur mariage. D'abord, c'était des séjours le week-end, puis des nuitées en semaine. Puis ses plantes sont apparues sur le comptoir de la cuisine. Puis ses chaussures dans l'entrée. Puis ses opinions dans l'air. Elle était douée pour les suggestions. C'est ce qui la rendait dangereuse. La première fois qu'elle a suggéré qu'il s'occupe des factures, juste pour me soulager de la pression, j'ai dit oui. Elle a souri comme si elle me faisait une faveur. Je n'ai réalisé que la facture de la box internet avait été redirigée que lorsque la télé s'est éteinte pendant le match du dimanche soir. J'ai appelé le service client. Ils m'ont demandé le nom sur le compte. Arthur Perrin, ai-je dit. Il y a eu une pause. Aucun dossier à ce nom, monsieur, a répondu l'opérateur. C'était maintenant au nom de Damien. Cette nuit-là, je suis restée éveillée. Quelque chose avait changé, non pas avec un fracas, mais avec un réarrangement silencieux. Et j'avais laissé faire. J'ai commencé à chercher, discrètement. Un après-midi, ils sont partis pour un week-end à Annecy, une « retraite bien-être », comme l'appelait Solange. Je suis restée, prétextant un début de rhume. Ils n'ont pas protesté. Dès que leur voiture a quitté l'allée, je suis allée au tiroir du bureau. Mon tiroir. Enterré sous des manuels de garantie et de vieilles cartes d'anniversaire se trouvait un mince dossier intitulé « Hypothèque 2001 ». J'ai tout étalé sur la table de la salle à manger. La même table où Damien avait construit son volcan pour l'exposé de sciences. La même table où nous avions sculpté des citrouilles. C'était maintenant une salle de guerre. Étape 1, la piste papier. J'ai trouvé le titre de propriété originale. Mon nom, Arthur Jacques Perrin, propriétaire unique. Mais à côté, un document de refinancement que je ne reconnaissais pas. Le nom de Damien avait été ajouté il y a 5 ans, à l'époque où j'entrais et sortais de l'hôpital pour ma sciatique. J'ai examiné la signature. Elle ressemblait à la mienne, mais je ne me souvenais pas de l'avoir signée. J'ai continué. J'ai trouvé des relevés de compte joints, des dizaines de petits retraits, 49,99 €, 129,45 €, un prélèvement de 600 € pour quelque chose appelé « intérieur chic et malin ». Une ligne indiquait « consultation en communication animale ». J'ai ri amèrement. Ils utilisaient mes économies pour consulter quelqu'un qui lisait dans les pensées des chats. Puis je l'ai trouvé. Un profil bancaire en ligne était toujours connecté sur l'ancien ordinateur portable de Damien. Il était négligent. Ils avaient créé un compte « maison » destiné aux dépenses communes, mais en réalité, c'était un siphon. J'ai tout vu. Des virements vers des comptes Lydia personnels. Des paiements pour des journées au spa. Un achat de 2700 € dans une boutique de tapis de luxe. Tout cela provenait de mes fonds. J'ai pris des photos de chaque écran, de chaque document, imprimé ce que je pouvais, et tout rangé dans un dossier ignifugé. Mes mains tremblaient en le fermant. Ce n'était pas pour l'argent. C'était pour l'histoire qu'ils écrivaient sans moi. Étape 2. L'enregistrement. Une semaine plus tard, j'ai installé un minuscule enregistreur audio à l'intérieur du spot encastré dans le plafond de la cuisine. Il s'activait au son, stockait tout dans des fichiers cryptés. Je l'ai testé moi-même, chuchotant des phrases, frappant dans mes mains, toussant même. Il fonctionnait. Et puis j'ai attendu. Ils étaient négligents dans leur cruauté. Les gens comme ça le sont généralement. Premier enregistrement, 28 novembre, 22h37. Solange, une fois qu'il sera parti, on abat ce mur. Un grand espace ouvert. On pourrait peut-être agrandir la terrasse. Damien, on a même besoin de son consentement. Solange, l'homme a presque 70 ans. On dira que c'est pour sa sécurité. Deuxième enregistrement, 5 décembre, 23h12. Solange, il me harcèle encore pour cette stupide boîte aux lettres. Damien, il l'adore. Il l'a peinte avec maman. Solange, alors peut-être qu'il devrait aller vivre dedans. Ils ont ri. Pas moi. Étape 3, le testament. Victor et moi nous sommes retrouvés dans un café près de la Nationale 7. Il a commandé un café noir. J'ai apporté une mallette pleine d'imprimés. Il a écouté, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a dit « Tu veux les mettre dehors ou tu veux les anéantir ?» Les deux, ai-je répondu. Alors nous avons commencé.
Nous avons réécrit mon testament. Tout irait à une fondation locale d'alphabétisation. Nous avons clôturé les anciens comptes, gelé les accès. Nous avons créé une fiducie immobilière, plaçant la maison dans une nouvelle structure que je contrôlais seul. Et nous avons rédigé un avis d'expulsion officiel, daté du jour de Noël. Victor a relu chaque document 2 fois. Son stylo rouge dansait sur les marges. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre. Un garçon passait en tenant la main de son père. Le père s'est penché pour dire quelque chose, peut-être une blague. Le garçon a ri si fort que ses pas rebondissaient. Je me suis souvenu de marcher comme ça avec Damien. Il pensait que mes bras étaient assez forts pour porter le monde. Je me suis retourné vers Victor. J'en ai été sûr quand j'ai entendu mon fils demander si j'étais légalement apte à posséder un bien immobilier. Victor a hoché la tête. Alors, coupons le cordon. Proprement et nettement. De retour à la maison, j'ai continué à jouer mon rôle. Silencieux, poli, obsolète. Mais chaque fois que je passais devant la cuisine, je levais les yeux vers ce spot lumineux et je souriais. Parce que pendant qu'ils complotaient leur avenir, j'enregistrais leur chute. C'est par Hélène, ma sœur, que j'ai entendu parler du dîner de Noël pour la première fois. « Arthur », a-t-elle dit au téléphone, essayant de paraître désinvolte. J'ai entendu dire que Solange préparait quelque chose de grand pour le réveillon. Elle invite toute la famille. Tante, cousins, même les boulangers d'en face. J'ai cligné des yeux, laissant l'information s'imprégner. Vraiment, ai-je dit, en remuant un thé que je n'allais pas boire. C'est drôle, j'habite dans cette maison. Personne ne m'en a parlé. Il y a eu une pause au bout du fil. Je pouvais entendre la respiration d'Hélène, ne sachant pas si elle devait continuer. Mais elle l'a fait. Elle a aussi dit à tante Jocelyne que tu étais confus ces derniers temps. Que tu oubliais des choses. Que tu serais peut-être prêt pour une maison de retraite. Je n'ai pas répondu, car je n'étais pas choqué. J'étais préparé. Ils allaient enfin le faire. La performance. Tout ce qu'ils avaient comploté à huis clos allait maintenant devenir public. Et ils avaient choisi le soir de Noël, de tous les jours. Quelle poésie! Solange était intelligente. Elle comprenait l'importance des apparences. Une pièce pleine de famille élargie, la joie des fêtes, un langage émotionnel. Papa n'est plus lui-même. Nous veillons juste à sa sécurité. Il s'accroche à des choses qu'il ne peut plus gérer. Il n'essayait pas seulement de me pousser dehors. Il voulait que le public applaudisse pendant qu'il le faisait. Mais la seule chose qu'ils avaient oubliée, c'est que j'avais construit cette maison. Et j'en connaissais chaque centimètre, chaque tiroir secret, chaque écho, chaque ligne de ses fondations. Alors s'ils voulaient planter le décor, très bien. Qu'ils le fassent. Je leur donnerai les lumières, les invités, le timing. Mais c'est moi qui écrirai la scène finale. J'ai passé les 2 jours suivants dans ce que j'appelais maintenant ma salle de guerre. Mon appartement. J'ai tout étalé. Le dossier était plein, presque à craquer maintenant. Les relevés bancaires avec les dépenses de Damien. Les fichiers audio méticuleusement transcrits et étiquetés par heure et date. Les captures d'écran des virements Lydia entre Solange et sa sœur, avec des messages comme « Quand il sera enfin parti ». La documentation de la fiducie immobilière qui annulait toute prétention légale de Damien sur la maison. L'avis d'expulsion daté du 25 décembre, imprimé sur du papier juridique ivoire. Je n'ai pas dormi. Je me suis affûté. Victor a appelé pour prendre des nouvelles. Toujours sur les rails. Oui. Bien. Souviens-toi juste qu'ils essaieront de déformer la situation. Je ne m'inquiète pas de la déformation, ai-je dit. J'ai des preuves, et la salle les verra. Il a marqué une pause. Arthur, ce n'est pas seulement juridique. C'est personnel. Es-tu sûr de vouloir procéder comme ça? Je n'ai pas écrit la première ligne de cette histoire, ai-je dit. Mais je suis sacrément sûr d'en écrire la dernière. 20 décembre. Je suis retourné à la maison avec une bouteille de whisky et une histoire sur ma volonté de faire la paix avant Noël. Damien a joué le jeu. Sourire gêné. Étreinte raide. Solange a à peine levé les yeux de son ordinateur portable, mais elle m'a offert une assiette de pâtes réchauffées. Un progrès. Impatient pour le grand dîner? Ai-je demandé, feignant un intérêt désinvolte. Solange a penché la tête. Qui t'en a parlé? J'ai souri. Hélène a mentionné quelque chose. Beaucoup de monde.
Elle a haussé les épaules. Pas tant que ça, juste la famille. Je me suis dit qu'on ferait quelque chose de sympa, tu sais, vu que les choses ont été tendues. J'ai hoché la tête. Je pense que c'est une excellente idée, ai-je dit. Et elle a souri, si sûre de son contrôle. J'ai passé les 2 nuits suivantes à me déplacer avec précaution, en silence. Quand Damien était sorti et Solange dans son bain, je me suis glissée dans le bureau et j'ai remplacé la photo encadrée d'eux sur l'étagère par un dossier identique au mien. Un leurre. Le mien, le vrai, était caché sous la plainte dans le placard de la chambre d'amis. Il y avait un panneau que Marguerite et moi avions installé des années auparavant, juste assez grand pour y glisser de l'argent d'urgence ou des documents. C'était approprié, pensais-je, que le coup de grâce soit porté depuis la seule pièce de la maison qu'il n'utilisait jamais, car elle ne contenait rien d'assez photogénique pour Instagram. 24 décembre, réveillon de Noël. La maison grouillait d'activité. Des guirlandes lumineuses scintillaient. Une bougie aux notes de cannelle et de pain brûlait sur la console de l'entrée. Des plateaux de nourriture apparaissaient par vagues, champignons farcis, jambon au miel, et ce gigot d'agneau au romarin que Solange insistait pour servir chaque année. La table était longue et blanche, drapée de lin. La porcelaine de ma femme était disposée comme des reliques de cérémonie. Mais la chaleur avait disparu. Ce n'était que des accessoires maintenant. J'ai regardé les invités arriver. Tante Jocelyne, le cousin Thomas et sa femme Béatrice. Même les boulangers, comme promis, sont arrivés avec une bouteille de vin de supermarché et des sourires polis. Je portais un blazer bleu marine, une chemise repassée et l'épingle de cravate en argent que Marguerite m'avait offerte pour notre 25e anniversaire. J'avais l'air du fantôme de quelqu'un qu'ils avaient tous connu autrefois. À 19h15, la pièce était pleine. Le feu crépitait. Les rires flottaient dans la pièce comme un parfum. Damien s'est levé, un verre à la main, le sourire un peu trop éclatant. « Puis-je avoir votre attention à tous » a-t-il lancé, tapotant son verre avec une fourchette. La pièce s'est tue. Je suis resté assis, immobile, les mains jointes sur mes genoux, une petite enveloppe cachée sous ma chaise. Solange a posé une main sur le bras de Damien, les yeux brillants. « Merci à tous d'être venus » a commencé Damien. Ce soir, il s'agit de famille, d'attention et de s'assurer que nos proches sont bien pris en charge. Je le sentais venir. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que mon père n'est plus tout à fait lui-même depuis 1 an. De légers halètements. Les yeux sur moi. Je n'ai pas scié. Il a des pertes de mémoire, il est désorienté, parfois confus. Et ce n'est pas grave. Ça fait partie du vieillissement. Mais nous voulions partager une nouvelle difficile. Il a pris une profonde inspiration. Nous avons entamé la procédure pour une mise sous tutelle, juste pour s'assurer que les choses sont gérées de manière responsable, financièrement et légalement. Solange a ajouté d'une voix douce, « Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question d'amour. » Je me suis levé. Des chaises ont bougé, des fourchettes ont cliqueté. Avant de finir ce toast, ai-je dit, « J'aimerais offrir un cadeau à mon tour. » J'ai tendu la main sous la chaise et j'ai sorti l'enveloppe. Le sourire de Solange a vacillé. Damien a haussé un sourcil. Je me suis avancé, posant l'enveloppe sur la table entre le gigot d'agneau et le centre de table. Il l'a prise, l'a ouverte et s'est figé. Solange s'est penchée, a lu et est devenue blême. C'était l'avis d'expulsion en premier, suivi des papiers de la fiducie, puis de la liste détaillée des fonds détournés, et enfin, la transcription complète. Mot pour mot, de chaque conversation qu'il pensait avoir eue à huis clos. Les invités ont murmuré. Jocelyne s'est levée. Qu'est-ce que c'est que ça? Damien a essayé de parler, sans succès. Sa gorge se contractait, mais aucun son ne sortait. Les lèvres de Solange se sont entr'ouvertes, puis refermées. Elle a attrapé une serviette, épongeant une sueur invisible. C'est une erreur, a-t-elle dit. Une mauvaise blague. J'ai sorti une petite télécommande, j'ai cliqué une fois. Un haut-parleur a grésillé. Et puis la voix de Solange. Quand il sera enfin parti, on la revend. Petite rénovation rapide, en vente au printemps. La voix de Damien. Tu penses qu'il va se battre? Solange. Non. Il est vieux. Il ne verra même rien venir. La pièce est devenue silencieuse. Béatrice a suffoqué. Thomas a dévisagé Damien comme s'il ne l'avait jamais vu. J'ai regardé autour de moi, lentement. Ma voix était égale. Vous vouliez un spectacle, alors je vous en ai donné un. Mais contrairement à votre scénario,
Le mien est venu avec des faits, des documents notariés et des horodatages fédéraux. Solange a bégayé. Tu as mis la maison sur écoute. Je l'ai protégée, ai-je dit. De vous deux. Damien a finalement craqué. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, ai-je dit, la voix froide. Vous avez essayé de me dépouiller de ma vie en souriant devant un gigot d'agneau. Cette maison n'est pas à vous. Ni légalement, ni financièrement, ni moralement. Il n'avait aucune répartie, seulement la honte. Certains invités sont partis discrètement, embarrassés. D'autres sont restés, regardant la scène se dérouler avec des yeux écarquillés et des mâchoires serrées. Hélène s'est avancée. Arthur, je suis désolée. J'aurais dû voir. J'ai hoché la tête. Il comptait sur le fait que tout le monde détournerait le regard. Mais plus maintenant. Damien a laissé tomber l'enveloppe. Les papiers se sont répandus sur la table comme de la neige tombée. Je vais me battre, a-t-il dit. Mais sa voix sonnait creux. Fais-le, ai-je dit. J'attends ça avec impatience. Je me suis dirigée vers la porte, je me suis retournée une fois et j'ai regardé la pièce. Solange s'agrippant à la manche de Damien, son mascara coulant dans les lignes de sa rage. Les invités qui, autrefois, me considéraient comme un homme calme et inoffensif. Et j'ai souri. Non pas par triomphe, mais par clarté. Il voulait une scène, mais c'est moi qui possédais le théâtre. Je n'ai pas claqué la porte en partant. Je ne l'ai même pas tirée fort. Juste fermée. Silencieuse, nette, finale. Le son a résonné derrière moi, assourdi par la neige, mais aiguisé dans ma poitrine. C'était le son d'une maison qui exhalait une vérité qu'elle avait gardée trop longtemps. Je suis sortie sur le porche, le froid transperçant mon manteau de laine, et je suis restée un instant sous le scintillement de la lumière extérieure. Elle bourdonnait doucement. Ça avait toujours été le cas. Damien était censé la réparer. Il ne l'a jamais fait. Derrière moi, la salle à manger était en plein chaos. Je pouvais encore entendre les murmures à travers les murs. La voix de Solange, aiguë, tranchante. Damien, désespéré maintenant, essayait de sauver le peu de dignité qui lui restait. Les parents parlaient plus fort qu'avant, mais pas pour le défendre. Plus maintenant. Ils n'étaient pas seulement stupéfaits, ils avaient honte. Honte de l'avoir cru. J'ai descendu l'allée lentement, mes bottes crissant sur la vieille neige et le nouveau silence. Le renne gonflable d'un voisin gisait à moitié dégonflé sur la pelouse, la tête penchée sur le côté, comme s'il avait lui aussi vu trop de choses cette saison. À mi-chemin de la rue, mon téléphone a vibré. Hélène. Je me suis arrêtée. Je l'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Puis le message est arrivé. Arthur, je n'avais aucune idée. Je le jure. Je suis tellement désolée. J'ai rangé le téléphone. Non pas parce que j'étais en colère contre elle. Je ne l'étais pas. Mais les excuses sont des choses lourdes. Et j'avais déjà assez de poids à porter ce soir. Quand je suis rentrée à l'appartement, j'ai éteint toutes les lumières sauf celle du bureau. Le dossier gisait ouvert, ces pages n'étant plus une arme, mais simplement des preuves. Froides, factuelles, terminées. Je me suis assis, j'ai enlevé mes gants et j'ai regardé la photo de Marguerite à côté de la lampe. Elle souriait sur cette photo, la tête penchée, quelques boucles effleurant sa joue, les yeux pleins de chaleur. Elle avait été prise l'année où nous avions rénové le Porsche. Damien avait 12 ans. Elle avait de la peinture sur les mains. J'ai murmuré, c'est fait. Mais le silence qui a suivi n'avait rien de victorieux. Il sonnait creux. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Vers 2 heures du matin, je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai regardé la neige s'épaissir. Un camion de livraison est passé, ses pneus sifflant sur le pavé mouillé. J'ai pensé à Damien quand il avait 5 ans. Ses joues rouges après une descente en luge. Comment il avait pleuré une fois parce qu'il avait perdu une boule à neige que je lui avais donnée. Il disait que le monde à l'intérieur lui manquait. Et maintenant il voulait que je sois effacée du sien. Le lendemain matin, j'ai préparé une cafetière de café, noir, amer, fort, exactement comme Victor le buvait. Je lui ai envoyé un seul texto. C'est fait. Merci. Il a répondu 1 minute plus tard. Ils essaieront de déformer les choses. Sois prêt. Je l'étais. À midi, la première vague est arrivée. Message vocal numéro 1. Tante Jocelyne. Sa voix était fluette, comme si elle n'était pas sûre de devoir appeler. Arthur, je ne sais pas quoi dire. Je croyais Damien. Vraiment.
Mais après ce que tu nous as montré. Je suis désolée. Si tu veux revenir pour le dîner du dimanche, tu seras le bienvenu. Toujours. Message vocal numéro 2. Cousin Thomas. Plus direct. Sacré coup, Arthur. Jamais vu quelqu'un encaisser un coup et le retourner avec des documents. Vachement fier de toi. Si tu as besoin d'aide pour déménager, tu m'appelles. Message vocal numéro 3. Damien. Je n'ai pas décroché. Je n'en avais pas besoin. Le message vocal transcrit suffisait. Papa, on peut parler? Pas en mode juridique. Juste parler. S'il te plaît. J'ai laissé le message en attente. Le soir, la photo de groupe de la veille, celle que Solange avait postée sur Instagram avec la légende « La famille, c'est tout », avait disparu. Supprimée. On m'a dit que des commentaires avaient commencé à apparaître en dessous. De petites choses, des questions discrètes. C'était avant ou après la vie. J'ai élevé. Celui qui m'a demandé de lui apprendre à construire des nichoirs. Celui qui m'a tenu la main sur la tombe de ta mère. Et si tu le retrouves, dis-lui que je lui pardonne. Je l'ai signé, plié avec soin, glissé dans une enveloppe neutre. Pas de nom, pas d'adresse. Je ne l'ai pas posté, je n'avais pas l'intention de le faire. Parce que le but n'était pas d'envoyer, mais de dire. Et j'avais enfin dit tout ce que j'avais besoin de dire. Cet après-midi-là, je suis quand même allée à la poste. Pas pour poster la lettre, mais pour la laisser partir. Je l'ai glissée dans la boîte aux lettres du Père Noël à côté de l'entrée. Elle ne serait jamais lue, mais elle ne vivrait plus dans mon tiroir, pulsant comme une vieille blessure. Que quelqu'un d'autre porte son poids maintenant. J'en avais fini. Au cours des semaines suivantes, la vie est devenue simple. J'ai recommencé à lire. De vrais livres, pas des documents judiciaires ou des relevés bancaires. Je marchais chaque matin jusqu'au café du coin, m'asseyais près de la fenêtre, apprenais les noms des baristas. J'ai aidé le concierge de l'immeuble à réparer l'ascenseur, juste une fois. Vieilles habitudes. Parfois, je voyais des familles passer, des mères avec des tout-petits en doudoune, des couples tenant des gobelets de café, un père portant un bébé emmitouflé dans de la laine. Je ne les enviais pas. Je ne souffrais pas. Parce qu'il ne me manquait rien. Je guérissais quelque chose. Damien n'a plus jamais appelé. Pas après Noël. Pas après la signature des papiers. Pas après la vente de la maison. Je suppose qu'ils ont déménagé. Solange a probablement trouvé une autre maison à repeindre, une autre histoire à écrire. Je n'ai pas cherché à savoir. L'intérêt d'une rupture nette est de ne pas regarder en arrière. Et pourtant, un après-midi, j'ai reçu un colis. Pas d'adresse de retour, papier craft, aucune marque. À l'intérieur, une photo, encadrée, simple, familière. C'était le dessin original que Damien avait fait à 6 ans, celui que je pensais avoir perdu. Le même qui était accroché dans mon atelier jusqu'à ce que Solange le remplace par une toile qui coûtait 700 € et ne disait absolument rien. Au dos du cadre, écrit en lettres capitales irrégulières, juste 2 mots, merci. Pas de signature. Je n'en avais pas besoin. J'ai placé la photo sur l'étagère, à côté de celle de Marguerite. Je l'ai ajustée pour qu'elle soit face à la fenêtre. Puis je me suis rassis à mon bureau, j'ai allumé la lampe, regardé la lumière se répandre sur la surface en chêne, comme elle l'avait toujours fait. Je n'avais plus rien à leur donner. Mais j'avais encore quelque chose à construire. Pas pour eux. Pour moi. Alors j'ai ouvert mon journal, j'ai écrit 4 nouveaux mots en haut de la page. Un homme tranquille reconquis. Et j'ai recommencé. C'était un jeudi matin quand j'ai reçu l'appel. Je n'attendais rien ce jour-là. Le ciel avait la couleur de l'acier froid. Je venais de poser ma tasse, café noir, sans sucre, et d'allumer la lampe de bureau. La même façon de commencer chaque matinée maintenant. Avec le silence, avec la lumière. Le téléphone a vibré une fois, puis une autre. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a dit de décrocher. Monsieur Perrin? Demanda une voix de femme. Ici le docteur Rosenthal de l'hôpital Saint-Louis. Votre fils, Damien Perrin, vous a désigné comme contact d'urgence. Il a été admis suite à un accident de voiture. Ma prise sur le téléphone ne s'est pas resserrée. Mon souffle ne s'est pas coupé. J'ai juste fermé les yeux. Parce que la voilà. La corde qui tirait à nouveau. J'ai posé quelques questions. Claires, calmes, chirurgicales. Il était stable, pas de traumatisme crânien majeur, des côtes cassées, une clavicule fracturée,
Une commotion cérébrale. Il était seul dans la voiture, avait heurté une plaque de verglas à une intersection près de l'autoroute. Personne d'autre n'avait été blessé. Il a repris connaissance et a insisté pour qu'on vous appelle, a-t-elle dit. Il semblait confus. Confus. Ce mot, encore. Sauf que cette fois, personne ne l'utilisait pour me décrire. J'ai raccroché, je suis resté longtemps à la fenêtre. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. Une femme traînait un bambin en doudoune bleue sur le trottoir. Le camion de la boulangerie déchargeait ses caisses. 2 adolescents fumaient derrière la laverie. Le monde continuait de tourner, mais le mien avait ralenti. Pas de panique, pas de chagrin, juste une prise de conscience. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Pas tout de suite. Au lieu de ça, je suis allé au café du coin et je me suis assis à ma place habituelle, celle près de la fenêtre. J'ai commandé mon café noir habituel. J'ai dit bonjour à Maria, la barista, comme toujours. Je ne lui ai pas parlé de l'appel. Je n'en ai parlé à personne. Parce que j'avais besoin de temps pour comprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie d'être à nouveau nécessaire à quelqu'un qui vous a jeté? Et plus important encore, est-ce que le fait d'être nécessaire signifie que vous devez y aller? J'ai pensé à cette nuit-là, la nuit de l'avis d'expulsion, du dossier, du silence qui a suivi. Je me suis souvenu du visage de Damien, de la rapidité avec laquelle la confiance s'en était drainée, de la façon dont sa voix s'était brisée quand il avait dit « Papa, tu ne peux pas faire ça ». Je me souviens avoir pensé « Toi non plus, mais tu l'as fait ». Il m'avait découpé comme un vieux tapis. Et maintenant, soudain, j'étais la seule personne qu'il voulait à ses côtés dans un lit d'hôpital. Non, ça ne marchait pas comme ça. Je suis rentré chez moi, je me suis assis à mon bureau, j'ai allumé la lampe et j'ai sorti mon journal. La dernière page que j'avais écrite disait encore « Un homme tranquille reconquis ». Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai écrit « Parfois, les gens qui vous chassent vous demanderont de revenir seulement quand le toit commencera à fuir. Mais vous n'êtes pas un réparateur. Vous n'êtes pas une solution d'urgence pour leur mauvaise fondation. Vous êtes un homme, et vous avez le droit de choisir qui vous sauvez. » J'ai attendu 2 jours. Puis j'ai rappelé l'hôpital. Une infirmière a répondu, voix gentille, fatiguée, comme quelqu'un qui a vu trop d'humanité dans ce qu'elle a de pire. J'ai demandé comment il allait. Elle a marqué une pause. Eh bien, dit-elle, physiquement, il guérit. Émotionnellement. Je pense qu'il s'attendait à voir quelqu'un d'autre. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. Il n'a demandé après vous qu'1 ou 2 fois, puis il a arrêté. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis dans le noir. Ni en deuil, ni endurci, juste en respirant. 1 semaine a passé. Pas de fleurs, pas de lettres, pas de visite. Et ce n'était pas par dépit. C'était par clarté. Parce que j'ai réalisé quelque chose cette semaine-là. La version de l'amour qu'on vous vend dans les films à l'eau de rose, celle où le fils prodigue est pardonné parce qu'il est allongé dans un lit d'hôpital avec des perfusions dans les bras, ça ne marche pas quand le père a déjà été saigné à blanc. 2 semaines après l'accident, j'ai reçu une lettre manuscrite. Pas de Damien. De Solange, encore. Mais cette fois, c'était différent. On pouvait y lire « Arthur. Il n'est plus le même depuis l'accident. Je veux dire, il ne parle pas beaucoup. Ne discute pas. Il se contente de regarder par la fenêtre. Je ne sais pas si vous attendez qu'il s'excuse. Je ne sais pas si ça vous importe encore. Mais je sais une chose, il est brisé. Et une partie de moi se demande si ce n'est pas la version de lui que vous avez toujours craint de voir émerger. Je ne demande rien. J'ai juste pensé que vous deviez savoir. Cette lettre est restée sur ma table toute une journée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ragé. Je l'ai juste regardé fixement, comme il regardait par cette fenêtre d'hôpital. Parce que même maintenant, Solange ne comprenait pas. La version de lui que je craignais n'était pas celle qui était brisée. C'était celle qui pouvait briser les autres sans ciller. Et je l'avais déjà rencontré. 2 autres semaines ont passé. Le printemps s'insinuait dans la ville. L'air était encore froid, mais la neige s'était amincie. Les pigeons revenaient sur le rebord de ma fenêtre. Les enfants jouaient à nouveau à la craie. Et toujours, aucun appel. Ni de Damien. Ni de personne. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin compris ce que Marguerite voulait dire. Elle avait écrit « Construit à nouveau, pas avec des briques ou des plans, mais avec le silence, avec la paix ». Le silence, maintenant, n'était pas une punition. C'était un espace pour moi. Alors,
J'ai écrit une dernière note. Pas à Damien. À moi-même. Il ne t'a pas demandé de pardonner. Il ne t'a pas demandé de rester. Il t'a demandé de venir quand il avait peur. Et peut-être que c'est suffisant pour certains hommes, mais pas pour toi. Tu es un homme qui a été présent toute sa vie. Et maintenant, tu as le droit d'être présent pour toi-même. J'ai allumé une seule bougie ce soir-là, je l'ai posée à côté de la lampe, j'ai bu un verre de vin, le même que Marguerite aimait, celui avec l'étiquette bleue et le bouchon à vis, dont elle disait toujours qu'il était trop bon marché pour être aussi bon. Et j'ai murmuré son nom. Pas par chagrin, pas par nostalgie, mais comme une façon de dire, je suis toujours là. Je le fais. Je construis à nouveau. Le lendemain, je suis retournée au café. Maria m'a vue, a souri et a dit, vous avez l'air plus léger aujourd'hui. Et c'était le cas. Parce que j'avais survécu au genre de tempête dont la plupart des hommes ne parlent pas, la tempête d'être rejeté. Et je n'étais pas revenue en rampant. J'étais restée immobile. J'ai laissé la tempête passer. Et maintenant il y avait à nouveau du ciel. Ça a commencé par un coup à la porte. Pas un appel, pas une lettre, juste un léger toc-toc à la porte de mon appartement, juste avant le crépuscule. Je n'attendais personne. C'était rare maintenant. Le couloir extérieur avait l'odeur familière du vieux linoléum et de la cire à parquet. Quand j'ai ouvert la porte, une jeune femme se tenait là. La trentaine, des yeux bienveillants, un gilet, une alliance trop grande pour son doigt, et un petit garçon qui se cachait derrière sa jambe. Elle a souri. Monsieur Perrin ? A-t-elle demandé, un peu hésitante. Arthur Perrin. J'ai hoché la tête. Elle a hésité, puis a tendu une petite enveloppe. Mon mari et moi avons acheté votre maison, rue des Tilleuls. Cela m'a arrêté net. J'espère que je ne dérange pas, a-t-elle poursuivi rapidement. C'est juste que, nous avons trouvé quelque chose dans le mur en refaisant le placard de la chambre d'amis. Votre nom était dessus. Et, eh bien, nous avons pensé que vous voudriez peut-être le récupérer. Elle a plongé la main dans la poche de son manteau et en a sorti un carnet de notes usées, relié en cuir. Mon carnet. Celui que je gardais dans le bureau. Celui avec les recettes de Marguerite et les premières esquisses que Damien faisait quand il rêvait encore d'architecture. Pendant un instant, je l'ai juste regardé fixement. Il me semblait plus petit que dans mon souvenir, plus fragile. Je l'ai pris lentement, les mains prudentes. Merci, ai-je dit, les mots s'étranglant légèrement dans ma gorge. Nous n'avons rien lu, a-t-elle ajouté vivement. On s'est juste dit que, eh bien, une maison n'oublie pas les gens qui l'ont construite. Vous avez probablement beaucoup écrit là-dedans. J'ai hoché la tête. C'est le cas. Avant de se retourner pour partir, elle s'est arrêtée. Je sais que c'est probablement étrange, a-t-elle dit. Mais, voudriez-vous la revoir ? La maison. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que j'étais choquée, mais parce que quelque part au fond de moi, je m'étais toujours demandé ce que ça ferait de franchir à nouveau cette porte. Pas en tant que père luttant pour être vu, mais en tant qu'homme qui avait déjà tout laissé partir. Je suis arrivée 2 jours plus tard. La rue des Tilleuls n'avait pas changé. Les mêmes érables, le même trottoir fissuré au coin. Mais la maison semblait différente. Pas radicalement, juste plus légère. Les volets étaient blancs maintenant. La peinture du porche avait été rafraîchie. Les parterres de fleurs étaient taillés. Mais la structure, les os, étaient toujours les miens. Toujours ceux de Marguerite. Toujours un foyer, d'une manière que seule la mémoire peut reconnaître. Les nouveaux propriétaires, Émilie et Josh, m'ont accueilli avec de chaleureux sourires. Leur fils, Théo, a agité une main tachée de crayon depuis le salon. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et les agrumes. Pas le romarin et la trahison. C'était parti maintenant. Je suis entrée dans le hall et je me suis arrêtée. L'endroit où j'avais un jour laissé tomber ma valise après les funérailles de Marguerite abritait maintenant un porte-manteau avec un petit imperméable rouge suspendu. J'ai regardé à gauche, vers la salle à manger. Émilie a remarqué. Nous avons gardé la table, a-t-elle dit doucement. Elle était dans le garage. Nous l'avons restaurée. Nous n'avions pas réalisé que c'était du chêne massif avant que Josh ne la ponce. J'ai souri. Marguerite aurait aimé ça. Elle disait toujours, le vrai bois ne se plaint pas. Il porte juste le poids. Ils m'ont laissé l'espace de marcher. Personne ne m'a surveillé. J'ai traversé les pièces lentement, comme si je rendais visite à un vieil ami en soins palliatifs. La cuisine était plus lumineuse maintenant.
Nouvelle crédence, carrelage frais. Mais l'agencement était le même. L'évier donnait toujours sur le jardin. Le placard au-dessus coinçait toujours légèrement à l'ouverture. La chambre d'amis, où ils avaient trouvé le carnet, avait été peinte en bleu doux. Un cheval à bascule se tenait dans un coin. Des livres pour enfants s'alignaient sur les étagères. Mais la lame de parquet, celle avec le panneau lâche, je l'ai vue immédiatement. Il l'avait réparée, mais avec respect. Je me suis accroupie, je l'ai tapotée une fois et j'ai souri. De retour dans le salon, Émilie m'a proposé un thé. J'ai refusé. Je tenais le carnet à deux mains maintenant, feuilletant lentement les pages. La voilà. La recette de la tarte aux pêches de Marguerite. Le dessin de Damien d'une cabane dans les arbres. Une photo scotchée à la fin, de nous trois debout sur le toit pendant un nettoyage de printemps. J'ai passé un doigt sur le bord de cette photo. Le ruban adhésif avait jauni. Cette maison, ai-je dit doucement, nous a maintenus ensemble plus longtemps que nous le méritions. Émilie a penché la tête. Ça a l'air triste. J'ai secoué la tête. Non, ça a l'air honnête. Je les ai remerciés à nouveau, je me suis levée pour partir. Josh m'a raccompagnée à la porte. Monsieur, a-t-il dit soudainement, puis-je vous demander quelque chose? Je me suis retournée. C'est vous qui avez construit l'extension du porche arrière? C'est la partie la plus solide de toute la maison. Nous n'arrivions pas à croire à quel point elle était de niveau après toutes ces années. J'ai ri doucement et chaleureusement. Oui. Et ma femme? Elle me l'a fait refaire 3 fois, jusqu'à ce qu'elle soit assez bien pour y danser, disait-elle. Josh a souri. Elle avait raison. Nous y avons dîné presque tous les week-ends depuis le printemps. J'ai hoché la tête. J'ai regardé vers le porche à travers les fenêtres arrière. La lumière tardive attrapait le bord des poutres. Bien, ai-je dit. C'était fait pour ça. Sur le chemin du retour, je ne me sentais pas hantée. Je ne me sentais pas amère. Je me sentais revenue. Pas à la maison, mais à la version de moi qu'il avait construite avec amour, avec des mains, avec un but. Damien et Solange avaient essayé de m'effacer. Mais les maisons n'oublient pas leurs bâtisseurs. Pas quand les poutres ont été posées avec soin. Pas quand les murs ont un jour contenu l'écho des berceuses. Et maintenant, une nouvelle famille l'avait remplie de son propre son. C'était la justice à laquelle je ne m'étais pas attendue. Pas la vengeance, mais le remplacement. Du froid par la chaleur. De la tromperie par le rire. Des ombres par la lumière. De retour à l'appartement, j'ai posé le carnet sur le bureau, à côté de la lampe. Je l'ai ouvert à la dernière page et j'ai écrit une seule phrase. La maison ne se souvient plus de la trahison. Elle se souvient de la musique. J'ai éteint la lumière, je me suis assis dans le noir. Mais le noir ne ressemblait plus à l'effacement. Il ressemblait au repos. C'est un jeudi qu'il est apparu. Je m'en souviens car c'était le seul jour où le parc restait calme. Pas de groupe scolaire, pas de promeneurs de chiens, juste de vieux arbres qui craquaient au-dessus du sentier et le jogger occasionnel avec plus de détermination que de rythme. Je m'asseyais toujours sur le même banc, celui face à l'étang aux canards, le deuxième en partant de la gauche. Marguerite l'adorait parce qu'il était ombragé toute l'année, même en hiver. Elle disait que les branches au-dessus ressemblaient à des vitraux sans la couleur. J'étais assis là depuis peut-être 20 minutes quand je l'ai vu. Damien. Mon fils. Il s'est approché avec les pas prudents de quelqu'un qui n'est pas sûr d'être le bienvenu. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Ses cheveux s'étaient davantage clairsemés et son blazer ne lui allait pas tout à fait. Ses chaussures étaient chères, mais elles plissaient de la mauvaise manière, comme s'il avait emprunté le sentiment de soi de quelqu'un d'autre. Il s'est arrêté à 1 mètre du banc. « Je peux m'asseoir » a-t-il demandé à voix basse. Je n'ai pas bougé, j'ai juste fait un geste vers l'autre bout du banc. Pas à côté de moi. Juste assez d'espace pour que l'honnêteté puisse s'asseoir entre nous. Il a compris l'allusion et a pris place. Nous sommes restés assis comme ça pendant un moment. 2 hommes partageant le sang et le silence. Je l'ai laissé être le premier à le briser. J'ai entendu dire que tu avais visité la maison, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Sans rien dire. Il s'est éclairci la gorge. Ils m'ont dit que tu avais laissé quelque chose derrière toi, un carnet ou quelque chose comme ça. Toujours rien de ma part. Ses mains s'agitaient sur ses genoux. Solange a dit que tu semblais en paix. Que tu as même souri. J'ai tourné lentement la tête. Tu m'as renié, Damien, ai-je dit d'un ton plat. Le soir de Noël.
Il a baissé les yeux, ses lèvres se sont serrées. Tu t'es levé à cette table et tu m'as effacé devant ta femme. Devant des gens qui m'appelaient autrefois oncle, frère, ami. Il n'a pas parlé. J'ai continué. Tu as pris ma maison, mes économies, ma dignité. Et tu l'as fait en levant ton verre. Sa voix est sortie, petite. Je pensais que tu te battrais. Je me suis tourné complètement vers lui. C'était ton erreur. Il a cligné des yeux. Que veux-tu dire? Je ne combats pas le chaos par le chaos. Je ne crie pas dans une maison de menteurs. Je la laisse debout et je me retire. C'est la différence entre la réaction et la stratégie, mon fils. Il a tressailli à ce dernier mot. Mon fils. Comme si l'entendre à voix haute lui rappelait qui il était autrefois. Il a pris une lente inspiration. Solange. Elle pensait que tu contesterais tout. Le testament, les comptes, le transfert de propriété. Je n'en avais pas besoin. Cela le laissa perplexe. Je veux dire, je m'attendais à ce que tu engages un avocat, que tu fasses une scène. On était prêt pour un procès. Et ça vous aurait donné ce que vous vouliez. Mon énergie. Mon attention. Mon désespoir. J'ai secoué la tête. Non. Je vous ai donné quelque chose de pire. Son front se plissa. Qu'y a-t-il de pire que de tout perdre? Je l'ai regardé alors, vraiment regardé. Les rides sur son front, la tension dans ses épaules, la façon dont il serrait la mâchoire comme s'il grinçait des dents dans son sommeil depuis des mois. Et je l'ai dit doucement. Je vous ai donné le silence. Nous avons laissé cela s'installer. Le vent bruissait dans les arbres. Les canards cancanèrent au loin. Damien a regardé ses mains, puis le ciel, puis finalement moi. Ai-je jamais été un bon fils? Cette question inutile, trop tardive. Je n'y ai pas répondu directement. Au lieu de cela, j'ai dit, tu étais un enfant qui aimait dessiner des arbres. Tu détestais les choux de Bruxelles. Tu as pleuré une fois quand ton poisson rouge est mort. Et quand tu avais 5 ans, tu as dit à ta mère que tu voulais construire un vaisseau spatial pour qu'elle puisse visiter le paradis chaque fois que son père lui manquait. Ses yeux se sont remplis de quelque chose, la honte, peut-être, ou le souvenir. Cette version de toi, ai-je dit, l'était. Et j'espère qu'il te rend visite parfois. Il a hoché la tête lentement. Alors, tu me détestes. J'ai laissé échapper un long soupir. Non. Il a eu l'air surpris. Mais je ne t'admire pas. Il a tressailli. Et c'est pire, ai-je ajouté. Parce que la haine peut être surmontée. Mais l'absence de respect, c'est un vide. Il a plongé la main dans la poche de son manteau et a sorti un morceau de papier plié. Je veux arranger les choses, a-t-il dit. Je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce que c'est? Une proposition. J'ai acheté une propriété dans le Morvan. Je me disais qu'on pourrait peut-être démarrer un projet ensemble. Tu as toujours aimé la menuiserie. On pourrait reconstruire quelque chose à partir de rien. J'ai regardé le papier, puis lui. Tu penses que tu peux réparer avec un plan d'affaires ce que tu as brisé dans l'âme? Il s'est figé. Ce n'est pas une question de profit, a-t-il marmonné. C'est du temps. Je veux passer du temps. J'ai souri tristement. Et qu'est-ce qui se passera quand Solange le découvrira? Il a détourné le regard. C'est bien ce que je pensais. Je me suis levé. Tu es venu ici pour soulager ta culpabilité, pas pour assumer tes responsabilités. C'est la différence entre une visite et un retour. Il s'est levé aussi. Papa. J'ai tourné la tête brusquement. Non. Ne dis pas ça si tu ne le penses pas. Il a dégluti avec difficulté, puis a dit, presque suppliant, Arthur. J'ai marqué une pause. C'était la première fois qu'il m'appelait par mon nom depuis qu'il avait 12 ans et qu'il était en colère que je lui ai confisqué sa Game Boy. Arthur, a-t-il répété, si je te disais que j'étais désolé, me croirais-tu? J'ai regardé l'étang, puis l'endroit où Marguerite avait un jour renversé son thé en riant trop fort, puis l'endroit où Damien s'était écorché le genou en dévalant la pente. Non, ai-je dit doucement. Mais je croirais que tu le pensais sur le moment. Et c'est déjà quelque chose. Nous sommes restés là, 2 hommes, un banc, un souvenir entre eux. Il a fait un pas en avant, comme s'il allait me serrer dans ses bras. J'ai fait un pas en arrière. Non, ai-je dit. Pas encore. Il a hoché la tête. N'a pas insisté. N'a pas demandé quand, encore, pourrait être.
Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Pas vite, pas honteux, juste plus silencieux. Je me suis rassis sur le banc, j'ai laissé le monde revenir au calme. J'ai sorti un stylo de la poche de ma veste, j'ai ouvert le vieux carnet de Marguerite à la dernière page et j'ai écrit. Certaines personnes frappent pour s'excuser. D'autres pour voir si la porte est toujours verrouillée. Dans tous les cas, je n'ai pas répondu. 3 semaines après le banc du parc, 3 semaines après que Damien se soit éloigné, plus léger peut-être, mais toujours incertain si ce poids reviendrait, je me suis assis dans une pièce au mur lambrissé de noyer qui sentait l'encre sèche et le vieux cuir. En face de moi se trouvait Victor Roland, juge à la retraite, ami de longue date, et le seul homme à qui je confiais les secrets qui n'étaient pas censés voir le jour. Il a versé le thé lui-même. Camomille, a-t-il dit. Tu as toujours aimé les choses amères. J'ai souri. J'y ai pris goût. Il a posé la tasse et a fait glisser un dossier sur le bureau. Tout est prêt. La fiducie est arrivée à maturité. L'audit jury comptable est terminé. Et l'acheteur discret a finalisé. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, des documents impeccables, chacun aussi silencieux que la neige, mais aussi tranchant qu'un rasoir. Le transfert de propriété originale que Damien pensait avoir verrouillé? Annulé par une clause qu'il n'avait pas lue parce que Solange l'avait pressé de signer. Le retrait de l'assurance vie? Bloqué en raison du signalement de fraude que j'avais légalement mis en place. Et la partie la plus poétique, la maison. Celle qu'il pensait être enfin la sienne. La même maison que j'avais quittée volontairement. Victor a pointé la dernière page. Signé ce matin. Tu la loues officiellement à la Fondation du patrimoine pour 25 ans. J'ai gloussé. Il va hurler. Victor a souri. Laisse-le faire. Il hurlera depuis la chambre d'amis d'une location. Ce n'était pas la rage qui m'avait alimenté. C'était l'arithmétique. Pendant que Damien et Solange paradaient leur nouvelle propriété, j'avais discrètement ouvert de nouveaux comptes, rencontré des avocats sous des pseudonymes, déplacé des actifs non par dépit, mais dans l'ombre. J'ai engagé une comptable spécialisée dans le recouvrement d'actifs après des abus sur personnes âgées. Je lui ai dit clairement, je n'essaie pas de les ruiner. J'essaie de les révéler. Elle a hoché la tête et a dit, alors, nous utiliserons la transparence comme votre épée. Ça a commencé avec les polices d'assurance. Damien avait changé le bénéficiaire sur l'une des miennes sans que je le sache. Une astuce courante, mais illégale si elle est faite sous la contrainte. J'ai laissé faire, je l'ai laissé croire qu'il avait réussi. Jusqu'à ce que je demande une copie de l'enregistrement de l'autorisation vocale à la compagnie. Il n'avait pas imité ma voix, mais il m'avait subtilement mis la pression par haut-parleur. Cet appel avait été enregistré. Et c'était suffisant. Ensuite, il y a eu le tour de passe-passe immobilier. La résidence secondaire en Savoie. Solange a essayé de la vendre, mais elle ne savait pas qu'elle était détenue par une SCI spéciale, qui exigeait une double approbation. Et le deuxième signataire? Marguerite. Oui, même après la mort, son nom avait un poids juridique. Je l'avais placée comme cofiduciaire de cet actif spécifique, ce qui signifiait que Solange avait commis une tentative de fraude. Victor s'est adossé. Il pensait que tu étais devenu faible. J'ai hoché la tête. Ils ont confondu la retenue avec la capitulation. Il a marqué une pause. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout avec cette dernière partie? J'ai regardé le dernier document sur le bureau, celui que Damien et Solange n'avaient pas vu venir. Une lettre recommandée au fisc, déclenchant un contrôle fiscal. Pas pour punir, mais pour clarifier. Parce que les dons qu'ils prétendaient avoir reçus de moi avaient été catégorisés comme des contributions familiales non imposables. Mais maintenant, ils seraient reclassifiés comme des actifs détournés. Et le montant? Plus de 420 000 €. Victor a tapoté le dossier. Ils devront plus que ce qu'ils n'ont jamais gagné. J'ai pris une longue gorgée de thé. Et ils paieront par mensualité. Tout en regardant une maison qui ne leur appartient plus. Une semaine plus tard, les premières fissures sont apparues. Damien a appelé. J'ai laissé le message sur le répondeur. Le lendemain, un email. Papa, il faut qu'on parle. Puis un autre. Je crois qu'il y a eu un malentendu avec les papiers de propriété. Puis finalement. Solange panique. Je n'étais pas au courant pour le fisc. Est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît? Je n'ai répondu qu'une seule fois. Un court email. Objet. Clarté. Corps du message.
Tout ce qui se passe est légal. Tout ce qui se passe est juste. Et tout ce qui se passe arrive parce que j'ai finalement choisi le silence plutôt que le sacrifice. Je t'ai aimé plus que tu ne l'as jamais mérité. Et je te pardonne. Mais le pardon n'est pas une porte. C'est une frontière. Arthur. Victor a dit que je pouvais les poursuivre. Que nous avions assez pour une affaire civile. Mais j'ai refusé. Pas de gros titres, pas de spectacle. Juste des systèmes. Laissez la main silencieuse de la conséquence prendre le dessus. Solange a déménagé la première. Sa famille n'approuvait pas d'être contrôlée fiscalement. Puis Damien a pris un congé sans solde. J'ai entendu dire qu'il a essayé de toucher une pension de manière anticipée. Refusé, signalé, enquêté. Ce n'était jamais de la vengeance. C'était un rééquilibrage. Laisser le poids de leur choix faire pencher la balance sans que j'aie jamais besoin d'y toucher. Un jour, des mois plus tard, je suis passé devant mon ancienne maison. Elle avait été restaurée maintenant. La Fondation du patrimoine avait ajouté une plaque sur la clôture. Maison Perrin, Constre 1978. Je suis resté là un moment. Une voisine est passée. « C'est vous qui avez construit cet endroit ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « De belles fondations » a-t-elle dit. J'ai souri. « Construite pour durer » ai-je répondu. Puis je me suis retourné et je me suis éloigné. Non pas parce que j'avais été effacé, mais parce que j'étais devenu quelque chose de plus fort qu'un nom sur un titre de propriété. J'étais devenu indéniable. Je n'ai jamais réemménagé dans la maison. Même après que Damien et Solange aient fait leur carton. Même après que le dernier avis du fisc soit arrivé dans leur boîte aux lettres. Même après que le dernier vestige de leur arrogance se soit fissuré et soit tombé comme du plâtre d'un plafond endommagé par l'eau. Je ne suis pas revenu. J'ai gardé mon petit appartement au-dessus de la librairie. 3 pièces. Une pour dormir, une pour lire, une pour rien du tout. La pièce la plus silencieuse de la maison. Il y a une sorte de paix qui n'arrive que lorsque chaque bruit a été retiré de votre vie. Le bruit sous forme d'attente. Le bruit sous forme de rôle que vous avez été forcé de jouer trop longtemps. Père, pourvoyeur, pacificateur. Je ne suis plus rien de tout cela maintenant. Je suis simplement Arthur Perrin. Un homme qui a un jour permis à la trahison de s'épanouir sous son toit. Un homme qui a un jour cru que l'amour, donné assez longtemps, pouvait devenir un contrat. J'avais tort. La boîte aux lettres s'est remplie pendant un certain temps. Des lettres de Damien, certaines en colère, d'autres désespérées. L'une disait simplement « Tu me manques ». Je n'ai pas répondu. Non par cruauté, mais parce que j'ai finalement compris que le silence n'est pas toujours l'absence d'amour. Parfois, c'est la chose la plus aimante que vous puissiez donner à quelqu'un qui a besoin de s'asseoir dans l'immobilité de ses propres choix. Victor est venu un après-midi. Nous nous sommes assis sur la terrasse arrière de la librairie, le soleil traversant les derniers frissons de l'hiver. « Tu penses un jour quitter la ville ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. « Pas besoin. Tu ne te sens pas seul. » J'ai regardé les arbres, les pages, le ciel. « Non, ai-je dit. Pour la première fois, je suis en bonne compagnie. » Il a souri, a laissé une bouteille de whisky sur la balustrade, n'a rien dit de plus. C'est le genre d'ami qu'est Victor. Il sait quand l'histoire est terminée et quand elle a juste besoin d'un point, pas d'applaudissements. J'ai passé plus de temps à la bibliothèque, à faire du bénévolat, à cataloguer, à réparer ce qui était cassé. Il y avait un jeune garçon qui venait tous les jeudis. Il s'appelait Ellie. 11 ans. Silencieux. Il portait un sac à dos qui semblait plus lourd que lui. Un jour, il s'est assis à côté de moi et a demandé « Pourquoi les gens mentent ?» J'ai levé les yeux. Il ne lisait pas, il tenait juste un livre à l'envers. J'ai dit « Parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. » Il a hoché la tête lentement, puis a murmuré « J'aimerais que mon père n'ait pas peur de moi. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pleuré. Pas à cause de Damien. Plus maintenant. Mais parce que quelque part dans ce monde, un autre garçon grandissait, apprenant que la trahison peut ressembler au silence, et espérant que quelqu'un lui dise le contraire. Des semaines ont passé, puis des mois. Puis une lettre est arrivée. Pas de Damien. De Solange. Dactylographiée, formelle, froide. Conformément à notre accord, je demande la restitution des objets personnels laissés dans la résidence Perrin. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé la clé à la Fondation du patrimoine.
Laissez-les s'en occuper. Certaines choses ne m'appartiennent plus, même pas en tant que souvenir. Et puis un jour, j'ai reçu un appel de Lily, la fille de Damien. Ma petite fille. Elle avait 19 ans maintenant, à l'université. Voix douce, un peu tremblante. Papy, tu es toujours en colère. Je ne savais pas comment répondre, mais je lui ai dit la vérité. Je ne suis pas en colère, Lily. Je suis juste éveillée. Elle a demandé si nous pouvions nous voir. C'est ce que nous avons fait. Un café près de la rivière. Elle portait un manteau bleu marine de taille trop grand, probablement acheté en friperie. Elle avait les pommettes de sa mère, mais pas ses yeux. Ses yeux étaient ceux de Marguerite. Nous n'avons pas parlé de Damien. Nous avons parlé de livres, de ses cours, de la façon dont elle se souvenait de ma voix lisant des histoires pour s'endormir depuis le couloir. Je lui ai demandé, pourquoi maintenant? Elle a remué son thé. Parce que j'ai trouvé quelque chose que maman avait jeté. Une carte de toi, d'il y a des années. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle a plongé la main dans la poche de son manteau, a sorti une note jaunie, pliée, délavée, mais toujours intacte. Elle a lu à haute voix. Quand les gens te déçoivent, souviens-toi que tu es toujours entier. Tu n'as jamais été leur pièce manquante. Elle m'a regardé, les yeux pleins d'émotion. Je crois que je suis prête à cesser d'être en colère contre les gens qui ont oublié comment aimer. J'ai souri. Tu viens de rendre ton grand-père très fier. Nous n'avons pas reconstruit ce qui avait été brisé avec Damien. Nous n'avons pas fait semblant. C'est ça, la vraie guérison. Elle n'a pas besoin de déclaration, juste de choix. Lily est venue me voir tous les dimanches après ça. Parfois, elle apportait un livre, parfois des biscuits. Une fois, elle a apporté une photo de Marguerite la tenant bébé. Raconte-moi comment elle était, a-t-elle dit. Alors je l'ai fait. Nous sommes restés assis pendant des heures, moi, retissant les fils d'un héritage que quelqu'un d'autre avait tenté de défaire. La dernière fois que Damien a appelé, j'ai répondu. Non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que je lui avais pardonné il y a si longtemps que ça ne me coûtait plus rien. Sa voix était faible, lasse. J'ai tout perdu. J'ai dit, non. Tu as perdu ce que tu as pris. Ce qui n'était pas à toi au départ. Il est resté silencieux. Puis il a dit, je voulais juste être vu. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas le voir. Et tu l'as été. Tu n'as juste pas aimé le reflet. Il a demandé, est-ce qu'il est trop tard? Je n'ai pas répondu à ça. Au lieu de cela, j'ai dit, sois bon avec ta fille. C'est la seule chose qui compte maintenant. Il a raccroché. C'était la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles. Je ne sais pas quel genre d'histoire les gens raconteront sur moi quand je serai parti. Peut-être l'homme qui s'est battu. Peut-être le vieil imbécile qui a attendu trop longtemps. Peut-être juste un homme qui s'est finalement souvenu de qui il était. Je n'ai pas besoin de récupérer la maison. Je n'ai pas besoin du titre de propriété. Je n'ai même pas besoin d'excuses. Ce dont j'avais besoin, c'était de retrouver ma voix. Et je l'ai fait. Non pas en criant, mais avec un murmure qui disait « Assez ». Noël est revenu. Pas de gigot d'agneau au romarin. Juste 2 tasses de cidre chaud, et Lily regardant la neige tomber depuis la fenêtre de la librairie. « Ça te manque, parfois ?» a-t-elle demandé. « Quoi donc ?» La grande maison, les fêtes, le bruit. Je l'ai regardé. La paix dans ses yeux. L'héritage qu'elle choisissait de recevoir, non pas par le sang, mais par la présence. Non, ai-je dit. J'ai tout ce dont j'ai besoin, juste ici. Et dans la pièce la plus silencieuse de ma vie, je l'ai enfin entendu. Pas la vengeance, pas le regret, mais le son de la paix. Et il était plus fort que tout ce que Damien avait jamais hurlé. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la playlist qui s'affiche maintenant à l'écran.